Choix 98.1. Radio X. Aristote a déjà dit, les bonnes choses de la vie sont la récompense de ceux qui agissent. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Radio X Files. Avec Christian Page et Yann Marceau. Radio X. Bonsoir, bienvenue sur les ondes de Choix 98.1 Radio X à Québec. Bienvenue dans Radio X Files. Christian, bonsoir. Salut Yannick. Fait du bien de te voir en studio avec moi. Je suis très content d'être ici aussi ce soir. Oui, puis les auditeurs peuvent te voir via notre belle caméra en studio. La caméra qui est devant toi, là, le petit point rouge. Oui, Je sais pas, t'es pas habitué à la télé, toi, hein? Non, c'est ça. Non, c'est ça. Donc, le petit point rouge qui est là. Oui. Puis, tu viens de leur dire bonjour. Donc, ils vont te voir dans quelques secondes. Puis, si vous voulez voir l'émission en direct de nos studios, eh bien, vous pouvez aller faire un tour sur la page Facebook, donc Radio X Files. Puis, vous avez le son de la radio, puis on est là. Fait comme vous voyez, c'est pas pour rien qu'on fait pas de télé. On n'a pas à face pour faire de la télé. All right, tu nous as préparé une très bonne émission ce soir. Tu veux parler des fantômes japonais. Oui, en fait, comme on est le mois de novembre, Ouais. et le mois de novembre, on dit souvent c'est le mois des morts, bon, je voulais rester dans la thématique des décès, tout ça. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce que je pourrais faire, mais de différent? Parce que, bon, on parle des morts, on parle de l'Halloween, c'est souvent des trucs qui reviennent de manière, chaque année, en fait, annuellement, on revient sur les mêmes sujets. Ouais. Et j'ai dit, ce serait intéressant d'aborder un sujet qui nous est un peu méconnu. Et au cours des dernières années, on a tous été inondés par on a tous vu les amateurs de phénomènes paranormaux, les amateurs de cinéma d'horreur. On a vu arriver, et principalement avec le film The Ring, hein, le cercle, on a vu arriver ces fameux fantômes japonais. Ouais, qui était une nouvelle façon de voir des films d'épouvante. Là. Moi, ce film-là m'a vraiment rentré dedans. Là. Ouais, c'est ça. Donc, on a ces fameux films qui arrivent, bon, les films japonais, et là, on voit toujours ces fameux fantômes, un peu décoiffés, un œil visible à travers les cheveux, qui d'ailleurs hein, est il correspond assez bien à l'imagerie fantomatique des fantômes japonais. Et là, je me suis dit, bon, on a cette immersion dans la culture du fantôme japonais qui est de plus en plus populaire. Mais est-ce que les gens, est-ce qu'on connaît vraiment la culture des fantômes au Japon? C'est très populaire, les fantômes au Japon, excessivement populaire. Et c'est vrai que ça repose sur deux éléments qui sont culturels. En fait, les deux religions, puis là je vais préciser parce que s'il y a des gens, des Japonais qui nous écoutent, ils vont s'arracher les cheveux. Les deux religions les plus populaires au Japon, c'est le bouddhisme et le shintoïsme. Mais le shintoïsme, c'est pas vraiment... faut vraiment vivre japonais pour savoir ce que c'est le shintoïsme. Le shintoïsme, c'est décrit comme une religion, mais c'est pas vraiment une religion, c'est plutôt une philosophie avec toutes sortes de courants qui relèvent de croyances mythologiques, fantastiques. Chamanisme. Ouais, puis il y a toutes sortes de trucs qui sont qui relèvent de l'univers fantastique. Et si on demandait aux Japonais qu'est-ce que c'est le shintoïsme c'est à la fois... C'est un peu comme je pourrais dire les gens qui sont végans. Hein? Bon, c'est une façon d'être, une façon de vivre. Oui. Donc, une façon de vivre en japonais. Vivre japonais, c'est vivre en shintoïsme. Tu comprends? C'est une façon de vivre. Mais ça va plus loin que le vegan. C'est également comme une espèce d'élément culturel et philosophique auquel les Japonais vont se réclamer. Et les bases du shintoïsme datent, grosso modo, là, du 8e siècle. Les premiers ouvrages qui ont été écrits là-dessus, qui racontait un peu des légendes, comment le Japon avait été formé avec des grains de fromage et tout ça. Ça vient de cette culture du shintoïsme qui va se développer à partir du 8e siècle. Et c'est vraiment une espèce de code de vie, le shintoïsme. Et il y a là-dedans toutes sortes de légendes qui sont liées aux fantômes et au fantastique. Et les Japonais sont très, très proches de ça. En revanche, dans la culture japonaise, je ne suis pas un spécialiste, c'est pour ça que j'ai fait vraiment appel à un spécialiste ce soir,
Mais dans la culture japonaise, on le sait, quand on regarde les chasseurs de fantômes de manière occidentale, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais la vision que l'on a et qui est véhiculée à travers le cinéma, c'est de dire les fantômes, ce sont des revenants des personnes décédées qui reviennent de l'au-delà parce que ou bien ils ont un message à livrer, ou bien ils ont une tâche inachevée qu'ils souhaitent terminer, ou bien encore, ce sont des gens qui ignorent qu'ils sont décédés parce qu'ils sont morts subitement dans un accident et ils ne savent pas qu'ils sont morts. Et là, généralement, les amateurs, les chasseurs de fantômes vont nous dire, bon, ben ça, c'est la vision des fantômes. Mais en fait, c'est une vision très occidentale, cette vision-là. Dans la culture japonaise, les fantômes n'ont pas tout à fait n'ont pas ce mandat-là. Ils ont un autre mandat. Et tu vas voir à quel point c'est relié à la culture du vivant aussi au Japon. Donc, pour pouvoir explorer cette avenue-là, j'ai décidé d'inviter un habitué un peu de l'émission, le docteur Régis Ollery, qu'on a reçu à plusieurs reprises à l'émission, qui est professeur d'anatomie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il donne un cours d'initiation aux phénomènes paranormaux. Le paranormal, c'est un grand intérêt pour lui, mais il a un dada qui est peu connu, et ce dada, c'est justement la culture des fantômes japonais. Non seulement il a, lui, un intérêt énorme pour ça, mais sa conjointe est un artiste peintre et elle fait des peintures. Ils ont d'ailleurs été honorés de toutes sortes de façons, particulièrement pour cette culture japonaise, et elle fait des peintures tout à fait remarquables d'illustrations, en fait, de ces fantômes japonais. Donc, on mettra le site si tu veux bien, on mettra le site web. Les gens pourront aller voir. Il suffit de taper dans les onglets, là, c'est Geneviève Dupont, on clique dans l'onglet fantômes asiatiques, et vous allez voir des peintures qui sont tout à fait remarquables et qui illustrent bien les fantômes, et vous allez retrouver là-dedans le personnage du fantôme un peu araignée, hein, qu'on voit comme dans les films japonais, là, que ce soit Grudge ou que ce soit le Cercle, tout ça, on voit ces fantômes un peu désarticulés qui marchent sur le plancher. Bon, et vous allez comprendre un peu d'où vient cet élément de culture, et également cette femme avec les cheveux un peu dans le visage, où on voit une partie, seulement un œil. Vous allez voir à quel point tout ça est imbriqué dans la culture japonaise. Et donc, on va parler de ça. Donc, comment cette culture-là existe, d'où elle vient, comment elle est passée ou transmise à travers la littérature, mais aussi à travers le cinéma, et comment nous, en fait, les Occidentaux, on a été frappés par cette vague de fantômes japonais avec l'arrivée du film Le Cercle. Et je pense que ça va nous ouvrir sur on va faire on peut dire du paranormal ethnologique aujourd'hui. On va aller voir ce qui se passe un peu ailleurs et quelle est l'interprétation que ces gens-là font de ces phénomènes mystérieux. J'aime bien ça. T'as amené des cadeaux pour les auditeurs? Bien sûr. Je l'avais dit, mon passage à l'émission ici en studio, il fallait bien le souligner. C'est la première fois que tu passes en studio depuis qu'on a débuté l'émission. Absolument. C'est vrai qu'avant, on avait ces émissions, ces chroniques que l'on faisait de manière régulière sur le vendredi. Je venais à l'occasion. Mais c'est vrai que depuis, ça fait maintenant la deuxième saison là, que Radio X-Files existe. Et c'est la première fois que je suis en studio. Et c'est vrai que la dynamique est très différente. Chez moi, je me suis installé avec mon micro, tout ça. C'est agréable. On le fait dans le confort de son foyer, mais c'est pas la dynamique d'être dans le studio avec le co-animateur. Il y a des gens, des fois, qui m'écrivent. Y a-t-il un train dans le coin de la station? Effectivement. Non, c'est chez Christian. C'est ça. Donc, j'habite pas très loin d'une voie ferrée. Là, d'ailleurs, j'ai changé dans la maison. Là où j'avais installé le studio, je l'ai installé ailleurs. Donc, plus éloigné, plus isolé de la voie ferrée, mais il est possible que de temps en temps, on entende la voie ferrée, parce qu'elle est quand même assez près. J'aime bien ça. Donc, demain, j'ai aussi deux chats siamois. Oui, on les entend. On les entend. Parce que les gens moi, j'adore les chats. Je suis un type à chat. Je suis obsédé par ça, les chats. Et j'ai deux chats siamois. Et les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui sont des propriétaires de chats siamois, savent à quel point un chat siamois, ça peut être vocal. Et les chats siamois, quand je suis dans mon petit studio à la maison, la porte est fermée. Alors là, je les entends gratter dans la porte, ils veulent entrer, et là, ça se met à miauler. C'est épouvantable, l'écho de ça. Mais bon, bref, c'est donc, un peu les détails. Ici, ce soir, et demain, tu es toujours à Québec, puisque tu vas être au Salon du jeu et du jouet. Voilà. Donc, ce soir, d'ailleurs, on va faire tirer 2 jeux
l'Hôtel 54, une nuit à l'Hôtel 54. Donc, c'est un jeu de société qui nous amène à accompagner des chasseurs de fantômes dans un lieu qui existe réellement. On en a parlé, l'Hôtel 54 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et moi, je suis l'hôte de ce jeu, le temps du jeu, parce qu'on le sait, moi et les chasseurs de fantômes, c'est pas forcément, on n'est pas forcément les meilleurs alliés du monde, mais dans un cadre ludique, je trouvais ça amusant. Et qui plus est, le jeu nous place dans un environnement où les gens doivent relever des défis. Et ces défis-là, comme on regroupe des gens dans un même endroit avec l'attente que quelque chose va se produire, en fait, on met les conditions gagnantes en parapsychologie pour que des phénomènes, justement, se produisent. Donc ça m'intéressait, ce volet-là, et c'est pourquoi j'ai accepté de participer au jeu. Puis bon, les gens, le PPI, le groupe de chasseurs de fantômes, sont des gens sympathiques. Là. C'est pas parce que je ne partage pas leurs opinions que ça n'en fait des mauvais bougres. Donc, c'est amusant. Donc, j'ai amené deux jeux, l'Hôtel 54, qu'on fera tirer dans le courant de la soirée. Oui. J'ai amené également un exemplaire de mon dernier livre, Les Tueurs de l'Occulte, qu'on fera également tirer dans le courant de la soirée. Comme tu le mentionnes, effectivement, demain, à la foire Expo quelque chose, là. Bon, bref. Salon du jeu et du jouet. Salon du jeu et du jouet, ça se trouve juste aux côtés de l'ancien Colisée Pepsi, je crois. Donc, à cet endroit-là, donc, je serai au kiosque Gladius, qui est en fait l'éditeur du jeu. Donc, les gens qui veulent me rencontrer, me parler, écoutez, je serai là une partie de l'après-midi. Et demain soir, je serai en conférence à l'Université Laval, pavillon Charles de Coninck, au local 0127. On a changé le local parce que j'ai encore une fois busté la quantité de ma première salle. À un moment donné, tu vas être comme Céline Dion, ça va être le centre Vidéotron. Ah oui, c'est ça. Ça va pas le choix. Donc, avis aux intéressés, il reste encore quelques places et on va présenter une conférence qui s'appelle « Les théories du complot 2 ». Reload, parce que j'avais déjà, à la sortie de mon livre sur les théories du complot en 2017, j'avais fait une conférence sur 4 grandes théories du complot. Et au cours beaucoup de gens m'ont posé toutes sortes de questions, et en particulier depuis cet été, parce que il y a des sujets qui ont amené des interrogations. On le sait, cet été, c'était le 50e anniversaire de l'homme sur la Lune. Alors les gens me disaient, ouais, est-ce qu'on a vraiment été sur la Lune et d'où? Parce que c'est pas tout, Yannick, de savoir est-ce que la théorie du complot, elle est vraie ou non? C'est beau de dire ça, mais c'est intéressant de savoir, mais d'où elle vient cette théorie-là du complot? Les éléments qui se greffent à ça, ouais. ils ont été pris où? Comment on est arrivé à croire, par exemple, que l'homme sur la Lune avait été filmé par Stanley Kubrick? Bon, dès qu'on parle à des gens, ils vont te répondre ça spontanément. C'est Stanley Kubrick qui a filmé les hommes sur la Lune. Ça vient d'où cette histoire-là? Est-ce que c'est vrai? Et si ce n'est pas vrai, comment le nom de Stanley Kubrick est-il devenu associé au débarquement de l'homme sur la Lune? Donc, on va explorer. Donc, cet été, beaucoup de gens m'ont posé des questions sur le débarquement lunaire. On l'a vu également cet été, de grosses campagnes sur l'environnement. Hein. On pense par exemple aux marches énormes qui ont eu lieu dans les grandes capitales, notamment à Montréal, Québec, partout, pour justement les changements climatiques. Et là, ça relance un peu le débat. Est-ce que oui ou non, on contrôle les climats? Est-ce qu'il y a une volonté gouvernementale derrière ça, ce réchauffement climatique? Et à travers ce réchauffement climatique, bien sûr, il y a la thématique des chemtrails. Les chemtrails. Je suis content que tu l'aies dit, le mot magique. Les chemtrails. Ouais. Bon, alors, d'où ça vient ça? Et tu vas voir, si les gens qui viennent en conférence vont voir que l'affaire des chemtrails, c'est pas sorti comme ça de la manche d'un magicien, là. Il y a des éléments sur quoi cette théorie-là du complot repose, qui sont tout à fait authentiques. Est-ce qu'on peut aller aussi loin que de prétendre qu'on fait des épandages clandestins de manière internationale? Là, c'est un autre paire de manches. On verra ça en conférence. Mais derrière la théorie des chemtrails, il y a des réalités tout à fait connues, conformes et qui reposent sur des éléments prouvés, là. Ensuite, on va aborder la question, il y a une série populaire qui a été présentée, qui est encore présentée, je crois, à Historia, qui s'appelle Hunting Hitler ou Hitler déclassifié. Et c'est pas la première fois, hein, ça fait au cours des 30-40 dernières années, c'est un peu cyclique cette idée-là que Hitler ne serait pas mort au bunker en 1945, aurait survécu, aurait gagné l'Amérique du Sud. On le sait, l'Amérique du Sud a été un peu une terre d'asile pour des nazis en fuite. Je te rappelle, Yannick, comme tu le sais, c'était en 1960, on a attrapé Adolf Eichmann en Argentine. Avec sa femme?
Ça te fait rire encore? Mais je peux pas croire qu'on fait encore des émissions de télé sur ce type de sujet-là et ça pogne. Oui, absolument. T'sais, nos ancêtres, les extraterrestres, là, c'est rempli de bullshit et les gens là, écoutent les gens ça. marchent là-dedans. Donc, Oak Island, c'est la même maudite affaire. Oak Island, c'est quand même incroyable. On est rendu à 6 ou 7. On dirait que les gens perdent. Ce qui est étonnant à regarder ces émissions-là, c'est qu'à force de diluer le produit, on a l'impression que les gens en viennent à perdre l'objectif. Ouais. Hein, on a les types qui creusent dans le trou, puis là, tout d'un coup, ils creusent plus dans le trou. Ils sont ailleurs dans l'île, puis là, d'un coup, ils creusent, puis ils trouvent un clou. C'est « Oh, trouver un clou! » Oui, mais l'émission, là, c'était pas de creuser dans un money pit avec un trésor en dessous. Puis là, ils nous trouvent un clou. C'est n'importe quoi, les gars creusent depuis 7 ans. Ils ont rien sorti. Soyons honnêtes, ils ont rien sorti de leur maudit trou. Un bout de bois de temps en temps avec une spéculation énorme, une broche, une pièce de monnaie. Oui, mais l'île est habitée depuis 300 ans. Là, donc, il y a eu de l'activité humaine. C'est pas une île au milieu de nulle part qu'il n'y a rien. Là. C'est une île qui a été habitée pendant 3 siècles. Christian, je jasais avec mon instructeur de plongée, puis là, lui, il avait dit que tu avais fait encore une fois un coït interrompu avec Oak Island. Là, parce que tu expliquais comment c'était cette île-là, puis qu'est-ce qu'on avait retrouvé. Puis finalement, c'était comme quelque chose qu'on pouvait retrouver en Europe. Ouais. Un truc souvenir qu'on pouvait retrouver en Europe. Le glaive, le fameux glaive romain. Dit, là. Mais pense-y, là. Si vraiment on est sûr et certain qu'on va trouver quelque chose d'exceptionnel qui vaut des centaines de millions de dollars, on va-tu prendre la peine de faire 7 saisons de télé? Là? Non, c'est ça. On va creuser à Pépine, puis on va aller chercher. Exact. C'est donc là, il y a comme... Et à chaque fois, c'est ça, c'est le bout de bois qu'on sort, la petite pièce de monnaie. Ouais. Et là, ça devient comme... Wow! C'est comme un morceau du trésor. Non, c'est un clou qu'on a trouvé sur une île qui est habitée depuis 300 ans. Puis quand les gens étaient là, il y a 300 ans, ben ça se peut qu'ils aient été en possession d'objets qui appartenaient à leur père ou leur grand-père, qui étaient déjà vieux de 100 ans. Exact. Donc des objets qui remontent au 15e siècle. Ça ne veut pas dire que des pirates habitaient dans l'île. Et là, on en vient un peu à noyer le poisson avec ça. Bon, ben bref. OK. Donc, 2 activités de Christian Page demain. Demain, au Salon du jeu et du jouet, tu seras là pour rencontrer les auditeurs, puis tu pourras parler de ton jeu. Tu vas tirer d'ailleurs ce soir. Puis demain, aller faire un tour ce soir, en fait, aller faire un tour sur la page de christianpage.ca. Vous allez dans l'onglet conférence, parce que demain, Christian Page, il fait sa conférence Reload, les théories du complot. Absolument. Voilà. Et il va parler des chemtrails pour les gens qui veulent le confronter. Voilà. Ça vaut le détour. Les chemtrails. L'actualité de la semaine. On commence avec l'affaire Michalak. L'affaire Michalak, je sais pas si ça te dit quelque chose. Oui. Ben, tu nous en as parlé souvent. Bon, l'affaire Michalak, c'est la plus importante histoire d'OVNI. Et moi, au Canada, et j'aurais tendance à dire que c'est probablement l'une des 5 meilleures histoires d'OVNI au monde. Hein, bon, cette histoire-là, je rappelle rapidement les faits. On est le 20 mai 1967. Ça se passe à Falcon Lake. Falcon Lake, c'est un lac dans une réserve, dans un parc national, qui est le parc de White Shell. On est au Manitoba. C'est pratiquement sur la frontière du Manitoba et de l'Ontario. Et donc, ce matin-là, le matin du 20 mai 1967, on a un prospecteur minier amateur. Hein, faut se le dire. Le type, il travaille dans la mécanique industrielle. Il s'appelle Stefan Michalak. C'est un immigrant polonais. Et son dada, c'est la prospection minière. Alors, ce matin-là, il quitte, il est arrivé la veille, il a pris une chambre dans un motel tout près de l'autoroute transcanadienne, et le matin, donc, il quitte, il se rend dans le parc White Shell pour essayer de faire de la prospection minière, trouver des gisements. Et il est à peu près 12h30, il voit un rocher sur lequel il a l'impression qu'il y a un scintillement qui lui fait penser à une veine de quartz. Donc, il fait du travail autour de ça. On peut s'imaginer le bonhomme. Là. Il a des gants en caoutchouc, des lunettes pour se protéger des éclats de pierre. Il tape là-dessus. Et là, soudain, il s'arrête pour sa collation du midi. Il entend un vrombissement dans l'air. Il lève les yeux au ciel. Il voit 2 objets qui arrivent. Au départ, il a l'impression que les objets ont une forme cylindrique. Et plus les objets se rapprochent, il constate finalement que il les voyait en fait sur la tranche, que les objets sont plutôt de forme arrondie. Il a l'impression à 2 bols renversés l'un sur l'autre. Et au moment où ces objets arrivent à sa verticale, l'un d'entre eux descend, se pose sur un gros rocher.
à quelques dizaines de mètres de Michalak. Et je te rappelle, là, Yannick, on est en plein jour, il est 12h30 le 20 mai 1967, en plein jour, une belle journée ensoleillée, là. Donc Michalak voit l'objet se poser devant lui, l'autre objet reste pendant un moment en l'air, et puis il s'éloigne avec une espèce de en dégageant une espèce de lueur rouge, comme si le métal était chauffé à blanc. Donc l'objet s'éloigne, l'autre repose sur le sol. Il perd cette luminosité rougeâtre, comme s'il se, entre guillemets, refroidissait. Donc là, il apparaît, vu du point de vue de Michalak, et il paraît comme fait en métal, un métal poli, un peu comme du stainless steel. Ce qui frappe Michalak, parce qu'il est mécanicien industriel, il n'y voit aucune soudure, aucun rivet, rien, là. Donc pour lui, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et alors qu'il le regarde, il est bien placé, là. Il est devant l'objet, il est un peu caché derrière son rocher. Avec lui un calepin, il a le temps de faire un croquis bien détaillé de l'objet. Et là, il voit sur le côté de l'objet une espèce d'ouverture, une porte qui s'ouvre, qui lui fait penser un peu à l'iris d'une caméra. Donc on voit un peu le genre qui s'ouvre, un peu comme une fleur. Et là, Michalak s'approche, il sent une odeur qui ressemble à du caoutchouc brûlé. Michalak, on est en 1967, on a vu abondamment dans la presse des images des engins qu'on proposait envoyer sur la Lune, plusieurs modèles, et là Michalak se dit, ça doit être un truc comme ça. Jamais une seconde il va imaginer un engin extraterrestre. Même jusqu'à sa mort en 1993, ce n'est pas l'hypothèse qu'il va envisager. Pour lui, il voit quelque chose, certes d'exotique, mais pour lui, il doit s'agir d'un engin purement terrestre. Alors, comme il s'approche de l'objet, il sent cette odeur de caoutchouc brûlé, il décide d'interroger. Il se dit, il doit y avoir des gens dans cet engin-là. Et comme il est un peu polyglotte, il parle 5 ou 6 langues, il s'adresse d'abord en anglais, il dit « Hey, Yankee Boy », convaincu que c'est des Américains. Là. « Hey, Yankee Boy, avez-vous des problèmes? » Aucune réponse. Alors, il repose la question en allemand, en polonais, en français, en ukrainien. Donc, il utilise toutes les langues qu'il connaît, là, comme je t'ai mentionné, 5 ou 6 langues. Toujours pas de réponse. Donc, Michalak continue de s'approcher de l'objet. Il arrive à côté de l'objet. Il le détaille. L'objet fait 4 mètres de haut à peu près. Il fait à peu près 6 mètres de large. Et là, par cette porte, cette ouverture, il se glisse la tête à l'intérieur. Et ce qu'il voit, c'est simplement une lueur, je dirais, violacée, rose violacée, qui est très, très brillante, qui l'empêche de voir des détails à l'intérieur de l'engin. Il dit voir derrière cette espèce d'écran rosé, il a l'impression de voir des lumières clignoter, mais ça s'arrête à ça. Donc, Michalak se retire, et là, il regarde la surface de l'objet. Il a des gants en caoutchouc, des gants en tissu avec des embouts en caoutchouc. Il touche la surface de l'objet pour voir si c'est chaud, si ça vibre ou quoi que ce soit. Et à ce moment-là, l'embout de ses gants font littéralement au contact de l'engin. Il se retire la main, et là, il avait constaté un peu plus tôt que près de l'ouverture en question, il y avait une espèce de grille qui était percée de trous circulaires, là. Et au moment où il touche l'objet, c'est comme s'il avait déclenché une réaction en chaîne. La porte se referme, la base de l'objet pivote sur elle-même et la grille qu'il avait aperçue se place devant lui. Et de cette grille, accidentellement, volontairement, on l'ignore, mais un souffle d'air chaud va sortir de cette grille-là et va littéralement enflammer les vêtements de Michalak. Il va se rouler dans l'herbe pour éteindre le feu. L'objet se met à vibrer, décolle et il va s'envoler dans le ciel pour disparaître à l'horizon. Il y aura 2 enquêtes qui seront menées, une par l'armée canadienne, une autre enquête menée par la Gendarmerie royale du Canada. Les 2 enquêtes vont conclure que Michalak est un homme sain de corps et d'esprit, qu'il ne ment pas. On va remarquer d'ailleurs que lorsqu'il va se présenter le jour même, après l'incident, il retourne au motel, il appelle son fils qui vient le chercher au débarcadère de l'autobus à Winnipeg. On l'amène à l'hôpital et là, à l'hôpital, il va confié au médecin de garde, il dit « J'ai été brûlé par un avion. » C'est ce qu'il dit. « J'ai été victime d'un accident avec un avion. » Et là, on va constater effectivement qu'il a sur la poitrine, sur l'abdomen, des brûlures qui forment une espèce de grillage qui correspond à la grille que Michalak dit avoir vue sur l'objet. Ces marques vont revenir de manière cyclique et à ce point que Michalak va devoir suivre des traitements à l'Institut Mayo du côté du Minnesota et payer pour ces traitements-là. C'est pas couvert par l'assurance maladie, là, donc il paye pour ça. Il fera jamais un sou avec cette histoire-là et ça va devenir l'une des grandes histoires de l'ufologie. Pour te dire,
dans l'affaire Michalak, l'un des enquêteurs principaux civils, on parle, je t'ai mentionné, il y avait eu une enquête à la fois par la GRC, une autre par la Gendarmerie royale. Sur le plan civil, l'affaire Michalak va être profondément réouverte et réenquêtée par un enquêteur acharné de Winnipeg, un bon ami à moi qui s'appelle Chris Rutkowski. Et Chris Rutkowski, c'est assez amusant parce qu'il allait à l'école avec le fils de Michalak. Donc, quand l'affaire va commencer à s'ébruiter dans les journaux, on a les deux gamins dans la cour d'école. « Ah oui, ton père a vécu ça. » Et ça alimente la discussion. Et Chris Rutkowski, plus tard, va développer une passion pour les ovnis. Bien sûr, ça se passe dans son quartier, là, l'affaire Michalak. C'est un ami. Alors, il va rencontrer M. Michalak, va l'interroger, passer des heures et des heures chez les Michalak. Et Chris Rutkowski va colliger des informations sur l'affaire Michalak. Il va monter un dossier tout à fait fantastique. Moi, j'ai eu la chance de voir ce dossier-là. Ça contenait tous les rapports, évidemment, officiels de la gendarmerie, des forces armées, mais également des notes privées de Michalak. Même les vêtements qu'il portait, les vêtements brûlés qu'il avait, ce jour-là, il les avait conservés. Il les a donnés à Chris Rutkowski. Est-ce que tu les as vus? Oui. Et tout ça, c'était pratiquement des pièces de musée. Ben oui. Et tu me poses la question, est-ce que je les ai vus? Oui. Et maintenant, les gens pourront le voir. Et c'est ça la nouvelle, en fait. C'est que Chris Rutkowski a décidé cette semaine de remettre son dossier. Bon, Chris Rutkowski, c'est un employé de l'Université du Manitoba à Winnipeg. Il travaille là comme technicien. Et l'Université du Manitoba possède également une collection tout à fait extraordinaire d'objets un peu hétéroclites, notamment, par exemple, faut savoir que dans les années 20, il y a eu énormément de recherches qui ont été menées par un médecin de Winnipeg sur les phénomènes paranormaux et il a pris des centaines et des centaines de photographies de phénomènes dits ectoplasmiques et c'est le docteur Glenn Dennis, en tout cas, le nom va me revenir, là, pour l'instant j'ai un blanc, mais bref, ces photographies-là ont été données par la famille et c'est à l'université Dr Hamilton, Glenn Dennis Hamilton. Et le Dr Hamilton donc a fait don des photographies à l'université du Manitoba. Donc on peut les voir, les photographies originales, et là voilà que la collection d'objets bizarres de l'université vient de s'enrichir du dossier de Chris Rutkowski de l'affaire Michalak. Donc les gens qui en font la demande pourront maintenant aller à l'université du Manitoba à Winnipeg, demander de consulter le dossier Michalak. Ils y verront non seulement tous les rapports, les notes privées, les photographies prises, mais également les vêtements que portait Michalak. OK, et si on a réussi à faire des tests là, sur le sueur de Turin, est-ce qu'on a fait des tests sur ces vêtements-là, savoir s'il n'y avait pas... Pas à ma connaissance. Tu vois, justement, jusqu'au moment où Michalak va vivre son expérience, on est en 1967, je n'ai pas connaissance que des analyses ont été menées sur les vêtements de Michalak à ce moment-là. Ce sont simplement des vêtements qui ont été brûlés par le feu. Donc, on voit d'ailleurs les endroits où le vêtement est brûlé. Et moi, quand j'étais avec Chris Rutkowski, il m'a montré les objets. J'avais devant moi un T-shirt, en fait, une espèce de camisole à bretelles, brûlée en partie, comme si elle avait été jetée dans le feu. C'est ce qu'on voyait. Je n'ai pas à ma connaissance une analyse qui aurait été menée sur les vêtements pour voir est-ce qu'ils avaient été irradiés ou quoi que ce soit du genre. J'en ai aucune idée. Des traces d'essence? Des traces d'essence. C'est très décevant. Oui, ce serait effectivement très décevant. Mais donc, bref, les gens qui voudront voir ces items pourront simplement faire une demande maintenant à l'Université du Manitoba à Winnipeg et pourront les voir. Comme moi, je les ai vus, c'est vraiment surprenant et c'est vraiment une histoire qui sort de l'ordinaire. On parle du chevrotin à dos argenté. Alors ça va faire plaisir à nos amateurs de cryptozoologie. On en a souvent parlé. La cryptozoologie, c'est la recherche de ces animaux inconnus de la science ou méconnus de la science, ou à tout le moins non reconnus par la science. Et on le sait, les grandes vedettes sont le monstre du Loch Ness, le Sasquatch, le Bigfoot, tout ça. Mais on a fait plusieurs chroniques pour parler de ça, cette cryptozoologie. Il y a des animaux moins connus qui intéressent aussi un peu moins les gens parce que c'est moins fantastique. Mais de penser, par exemple, qu'il existe des oiseaux que l'on croit disparus quelque part en Nouvelle-Zélande, mais que des témoins affirment avoir vus de manière plus ou moins récente. Le thylacine ou tigre de Tasmanie en est un autre exemple. Hein, cet animal qui est un marsupial, donc de la même famille que
que les kangourous, mais qui, de l'extérieur, on a l'impression que c'est un grand chien, là. Ça ressemble à ça. C'est un peu plus petit qu'un berger allemand. C'était zébré sur le dos. Ça avait une mâchoire tout à fait incroyable. Et cet animal, le tigre de Tasmanie, ou loup de Tasmanie aussi, comme on l'appelait, c'est un animal qui, au moment où les premiers colons sont arrivés, les colons britanniques ont commencé à s'installer en Nouvelle-Galles du Sud, comme on l'appelait à l'époque, qui était l'Australie et l'île de Tasmanie, il n'y avait pas de prédateur. Le prédateur, celui qui était en haut de la chaîne alimentaire, c'était le thylacine. Donc, tu comprends, quand les premiers colons sont arrivés, ils ont commencé à faire l'élevage de moutons ou d'autres cheptels. Ces animaux-là, il y a eu des ravages épouvantables menés par le thylacine. Pour lui, c'était le garde-manger parfait, là. Et éventuellement, les autorités ont permis la chasse au thylacine à un point tel qu'on les a éliminés de la planète. On les a rayés, là. L'animal est aujourd'hui sur la classe des animaux extincts et éteint. Et le dernier vivant, il est mort dans un zoo à Hobart, sur l'île de Tasmanie, en 1936. Il s'appelait Benjamin. Et il est mort parce que le gardien a oublié de le rentrer le soir. Hein. Donc, l'animal, le dernier spécimen vivant de thylacine, vivait dans une cage et le gardien a oublié de le rentrer. Donc, quand il est arrivé le lendemain, l'animal était mort. Y a-tu perdu sa job? Je pense que oui. Bon, mais quand même, néanmoins, on en a parlé d'ailleurs encore récemment. Ouais. Chaque année, le gouvernement australien et le gouvernement de Tasmanie reçoivent des dizaines et des dizaines de récits de gens qui sont allés dans des régions boisées et qui affirment avoir vu des thylacines. Et on en a parlé il y a 2 ou 3 semaines à peu près. On a vu qu'il y avait quand même une dizaine de ces récits-là qui avaient été pris très au sérieux par les autorités, qui les avaient classés dans un cahier de charge à part, en disant « Wow, là, il y a quelque chose à faire. Peut-être qu'on devrait enquêter davantage sur ces récits d'observation. » Donc, le thylacine est l'un des objets ou l'un des animaux qui suscite l'intérêt des cryptozoologues, hein, se dire, parce que la cryptozoologie, c'est oui les animaux non reconnus de la science, mais c'est aussi les animaux dits disparus, mais que les gens affirment avoir vu même après la date de disparition de l'animal. Et ces animaux, on les appelle d'ailleurs les Lazarus, hein, en référence à Lazare, le cousin de Jésus, que Jésus avait ramené à la vie. Donc, le chevretin à dos argenté, c'est là qu'on en arrive à ça. Est-ce que c'est lui qu'on appelle le cerf-souris? Le cerf-souris? C'est en plein ça. On dirait Skippy, mais qui marche à 4 pattes. C'est ça. Et il est beaucoup plus petit. On dirait un cerf miniature qui devrait de la taille d'un lapin. Ouais. Et c'est amusant parce que, cet animal, il faisait quand même partie... On vient maintenant de confirmer que l'animal que l'on croyait quand même disparu depuis 25 ans. C'est un tout petit animal qui ressemble, on peut s'imaginer, à un cerf, sans les cornes, dont le dessus du dos est très argenté. Montre-le aux auditeurs qui peuvent le voir sur la caméra dans le studio, sur la page Facebook Radio X-Files. Voilà, donc on a notre petit chevretin à dos argenté. Et là, donc, depuis 25 ans, il était sur la liste des animaux disparus. Mais il y avait quand même des récits de gens qui disaient « on a vu l'animal en question ». Alors là, finalement, un groupe de biologistes et de zoologistes se sont intéressés à ces récits. Ils ont arpenté, en fait, 3 grandes provinces du sud du Vietnam pour savoir quels étaient les endroits où il y avait le plus grand nombre d'apparitions de l'animal. Et à partir de là, ils ont décidé d'installer des caméras dans le boisé. Et assez rapidement, ils ont obtenu plus de 1800 photographies de l'animal. Oui. Donc, l'animal, même si on le voyait pas souvent, il semblait être très attiré soit par les caméras, soit par les offrandes ou les appâts que l'on mettait. Et là, à partir de là, on était tellement encouragés qu'on a installé également des caméras. Et très rapidement, on a pu obtenir des photographies et des films montrant l'animal en question. Et on a même vu des films où on en voit 2 ou 3 en même temps sur le même film. Donc, on voit que ce sont des animaux qui vont se déplacer en groupe, en petits groupes. Donc, on vient soudainement de ramener ce fameux chevretin à dos argenté sur la liste des animaux menacés, très menacés, mais il n'est plus maintenant un animal considéré comme disparu. Donc, on comprend l'intérêt de cette histoire-là dans le jeu des cryptozoologues, c'est de dire, c'est pas parce qu'on déclare qu'un animal est disparu qu'il est complètement disparu. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir à quel point les récits étaient conformes à la réalité. Donc, on avait des récits locaux. Pour les locaux, tu comprends, cet animal-là a toujours existé, n'a jamais cessé d'exister. On en voyait moins, mais on en voyait quand même quand on allait en forêt. Alors, qu'est-ce qui nous dit que les gens qui rapportent avoir vu le thylacine en Australie mentent également ou est confondu avec un autre animal? Il est possible qu'il existe quelque part des petites communautés de thylacines. On espère simplement, éventuellement, pouvoir les découvrir. Et qu'en est-il du Bigfoot?
Tu vois, c'est assez amusant parce que tu te dis, dès qu'on a installé des caméras, des films, on a obtenu des images et des films et on les voit, c'est clair. Hein, c'est pas une affaire floue entre deux arbres. Exact. On voit bien l'animal, il est très, très clair. Et inutile de dire que ce genre d'expérience a été mené des centaines, sinon des milliers de fois dans l'espoir de capturer une image du Sasquatch et du Bigfoot avec zéro résultat. Donc, on a installé des caméras, des appareils photo également, sans compter, parce que là, il n'y a pas seulement la démarche, il y a également la démarche des cryptozoologues, il y a également la démarche des chasseurs, parce que beaucoup de chasseurs vont installer des caméras dans le bois pour essayer de filmer des animaux, ou même des amateurs d'écologie ou d'animaux, ils vont installer des caméras dans l'espoir de prendre des photographies ou des images d'animaux dans leur environnement. Or, jamais, au grand jamais, on a vu arriver un Bigfoot aux côtés de la caméra. Ils sont meilleurs que les autres. C'est ça. Donc, on s'étonne que des animaux, pourtant comme celui-là, apparaissent assez rapidement. On réussit à avoir des éléments qui prouvent l'existence de l'animal, alors que le Bigfoot, même si ça fait pratiquement un siècle maintenant qu'on court après, on n'a toujours pas trouvé d'éléments qui permettraient de nous convaincre de l'existence de l'animal. 20h35, courte pause et on vient. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. On vous souhaite de passer un bon vendredi. Christian Page est en studio. Il a amené des cadeaux pour les auditeurs. Je vois ça. 2 jeux pour jouer, puis un livre en plus des tueurs de l'occulte. Moi, je vous le dis, écoutez la prochaine chronique, écoutez le prochain sujet de Christian. Et il va peut-être y avoir un indice qui va être glissé. Et suite à cet indice-là, je vais faire un appel à tous. Et si vous m'appelez, je vais vous le donner. Je vais vous donner un des 2 jeux. Ça s'appelle comment? Hôtel? Une nuit à l'Hôtel 54. Une nuit à l'Hôtel 54 ou encore le livre Les tueurs de l'occulte. Donc, restez alerte. On parle de la forêt de Aokigahara. Aokigahara. Donc, pour la plupart des gens, les gens ont découvert, en fait, ici en Amérique, ils ont découvert pour la plupart la forêt d'Aokigahara à travers un film sorti il y a 2 ans qui s'appelait La Forêt. On écoute la bande-annonce. Yannick a été pris de vitesse. Donc, le film est sorti en 2016, donc on peut dire 3 ans. J'ai dit 2 ans, c'est 3 ans. Le film est sorti en 2016 et le film faisait référence à cette forêt d'Aokigahara qui était le théâtre même où le film va se dérouler. Et c'est une forêt très particulière. Est-ce que tu es prêt? Oui. On y va. On y va. Ma sœur Jess et moi, on est des jumelles identiques. Elle a des ennuis et elle a besoin de moi. Votre sœur est partie dans la forêt d'Aokigahara. C'est l'endroit où vont les âmes en peine pour se suicider. Je cherche ma sœur. Elle est allée dans la forêt. J'aimerais engager un guide. Pas de guide. La forêt est très dangereuse. Là-bas, les esprits ne trouvent pas le repos. Alors ils reviennent. En colère. Je peux pas vous laisser y aller toute seule. J'ai un arrangement avec le garde forestier. Je peux demander que vous nous accompagniez. La forêt est très dangereuse. Ne vous éloignez pas du sentier. Oh mon Dieu, c'est sa tante. Jess! On doit quitter avant la nuit. Je partirai pas sans ma sœur. La nuit, on voit des choses effrayantes. La forêt. Wow. Donc, la forêt nous place dans la forêt. En fait, la forêt, c'est la forêt d'Aokigahara. Donc, qu'est-ce que c'est que cette forêt d'Aokigahara? Et comme ce soir, on parle des fantômes japonais, c'est un élément très important dans la culture surnaturelle qui, en fait, des dernières années, je peux dire modernes, que l'on associe avec les revenants, les fantômes, tout ça. Donc, cette forêt, c'est une forêt qui se trouve au pied du mont Fuji. En fait, elle se trouve sur le versant ouest du mont Fuji. C'est une forêt qui fait quand même, c'est une très, très grande forêt. Elle fait 35 km².
En japonais, on l'appelle Jukai, qui veut dire la mer. Là, si mes prononciations japonaises sont un peu à désirer, là, vous me pardonnerez. Donc, Jukai, qui veut dire la mer d'arbres. En fait, la forêt est tellement dense que le soleil réussit difficilement à traverser à travers les branches et le feuillage. Et on a toujours l'impression que l'intérieur de la forêt est dans une espèce de luminosité verdâtre, un peu glauque. Et comme la forêt a poussé sur une ancienne coulée de lave, en fait, c'est un terrain qui est très, très riche. Donc, les arbres sont très nombreux. C'est une forêt qui est très, très dense. Et tout ça ajoute un peu à l'élément un peu mystérieux de l'endroit. Qui plus est, comme je l'ai mentionné, c'est une ancienne coulée de lave. Donc, elle est très, très forte en roches ferreuses et les GPS et les téléphones portables ont de la difficulté à donner des signaux. Donc, ou bien ton GPS est complètement dans le champ ou ton téléphone portable ne fonctionne pas. Ce qui ajoute encore un aspect étrange et lugubre de la forêt. Mais ce qui est le plus lugubre, c'est que la forêt a la réputation non seulement d'être hantée, mais c'est une forêt où les gens vont pour se suicider. On l'appelle, au Okigahara, c'est la forêt des suicidés. Et là, écoute, l'histoire de ça est tout à fait incroyable. Les gens vont dans cette forêt et jusqu'à tout récemment, là, jusqu'en 2010, les autorités japonaises, la forêt a commencé à attirer les gens qui décidaient d'aller se suicider dans la forêt au tournant des années 50, début des années 60, et les derniers chiffres à peu près datent de 2010, les autorités trouvaient dans la forêt entre 75 et 100 personnes par année. C'est pratiquement 2 suicides par semaine, cela, là, dans la forêt, qui se sont suicidés, principalement par pendaison. Donc les gens vont dans la forêt d'Okigahara pour se suicider. D'où ce nom de la forêt des suicidés. Les autorités, au cours des dernières années, ont essayé de dissuader. Il faut savoir, Yannick, que dans la culture japonaise, le suicide n'est pas aussi stigmatisé qu'il est dans la culture occidentale. Hein, bon, à cause justement du shintoïsme, tout ça, il y a, et on connaît tous par exemple, cette mort honorable des guerriers japonais samouraïs, le harakiri, qui est une façon un peu de mettre fin à sa vie, mais en se suicidant. Donc, le suicide, puis là, on n'encourage pas le suicide, on se comprend bien, là, on ne veut pas qu'il y ait une espèce de dérapage autour de ça, mais c'est vrai que dans le shintoïsme, le suicide n'est pas considéré comme de manière aussi stigmatisée. Donc les gens vont au Japon, principalement, il faut savoir que le Japon, c'est un des pays qui a le plus haut taux de suicide au monde. Principalement, ce sont des hommes après 50 ans ou ce sont des hommes au milieu de la trentaine. Donc, après 50 ans, parce qu'ils ont l'impression peut-être de devenir un peu inutile ou devenir à charge, et au milieu de la trentaine, parce que le Japon est un pays excessivement compétitif et peut-être que les gens, parfois, n'arrivent pas à remplir les exigences qu'ils se sont eux-mêmes imposées. Quoi qu'il en soit, les gens allaient dans la forêt pour se suicider. Et les autorités, donc depuis les années, au tournant des années 2010, ont cessé de publier des chiffres parce qu'on disait qu'à force de publier des chiffres, ça peut encourager les gens d'aller dans la forêt pour se suicider également. Les autorités également ont mis en place des caméras de manière à mieux pouvoir filmer les sentiers pédestres que les gens vont emprunter. Et on a mis le long de ces sentiers souvent des messages positifs pour dire aux gens, pensez à ça, on essaie de convaincre les gens de pas commettre l'irréparable. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que la forêt est depuis très longtemps associé à ce genre d'activité. En fait, en 1960, il y a un écrivain japonais, là j'ai son nom ici parce que je ne vais pas faire, c'est Saicho Matsumoto, donc qui a écrit un roman qui s'appelait Kuro Jokai. Et dans ce roman, donc, on a une femme, une amoureuse en peine qui va aller se suicider dans la forêt de Okigahara. Et on nous dit également que la forêt, on organisait autrefois, jadis, mais ça c'est une légende, mais on disait qu'on amenait les gens âgés dans la forêt d'Okigahara, les gens qui devenaient à charge, soit pour leur famille, dans des grandes périodes de famine, tout ça, on amenait les gens dans la forêt, les gens les plus âgés, ou encore les gens malades, on les amenait dans la forêt et on les laissait mourir dans la forêt. Mais je te rassure, cette histoire-là, ça c'est faux. On n'a jamais fait cette pratique-là. Si ça s'est fait au Japon, et ça s'est fait au Japon, mais ça ne s'est pas fait forcément dans la forêt d'Okigahara et ça ne s'est fait que sur des bases individuelles. C'était pas une coutume, c'était pas une pratique étendue d'amener comme ça les gens pour les laisser mourir en forêt. Bref, aujourd'hui, tu comprendras que, compte tenu que ces événements-là ont eu lieu,
la forêt est devenue un peu un lieu très mystique et très mystérieux parce qu'à cause des gens qui vont se suicider, il y a une ambiance. On ne peut pas visiter la forêt d'Aokigahara sans penser bien sûr à tous ces gens qui se sont suicidés. Et dans la culture évidemment du shintoïsme, le culte des ancêtres et le culte des morts et des fantômes est omniprésent. Et là, bien sûr, la forêt a la réputation d'être envahie par des yokai, les fantômes japonais, donc il y en a partout. Donc il y a toute une espèce de culture autour de ça qui s'est développée et qui fait de la forêt d'Aokigahara un endroit tout à fait remarquable. C'est une grande forêt. C'est le deuxième lieu de suicide au monde le plus important après le Golden Gate Bridge en Californie, à San Francisco. Donc, même si les autorités tentent de dissuader les gens de faire ça, c'est presque maintenant ancré dans la culture japonaise. La forêt d'Aokigahara, c'est la forêt des suicidés. Et il y a comme toute une espèce d'ambiance autour de ça. Il y a quelques années, il y avait un YouTuber américain qui s'était rendu sur place et qui faisait un vlog. Et au moment où il faisait ça, il filmait dans la forêt d'Aokigahara et il a trouvé, lui, un corps pendu. Il l'avait filmé. Il l'avait filmé et diffusé. Et là, évidemment, ça a soulevé un tollé, cette histoire-là. L'image, même YouTube a réagi en retirant les images. Mais cet événement-là, associé au film La Forêt, dont on a présenté la bande-annonce, où là, une jeune femme recherche sa sœur qui se serait rendue dans la forêt d'Aokigahara pour se suicider. Et là, on retrouve tous les éléments du genre. Les fantômes, les yukai sont là. On parle de toute cette grande tradition où on amenait des gens dans la forêt pour mourir. Tout est présenté dans le film. Et tout ça repose bien sûr sur des événements réels, mais également sur des éléments culturels qui font de la forêt d'Aokigahara l'un des lieux terribles dans le monde entier. Tu mentionnais que le pont de tout à l'heure, c'était le premier endroit... Ouais, le Golden Gate Bridge de San Francisco, c'est l'endroit où il y a le plus de suicides par année. Mais tu sais, je comprends qu'une forêt, c'est immense et avec la circonférence, tu peux pas protéger toute cette forêt-là puis aider les gens qui essaient de pénétrer à l'intérieur de cette forêt-là. Mais pour ce qui est du Golden Bridge, là, c'est un pont? Oui, c'est un pont. Il y a deux bords. Ouais, effectivement, et on se dit, on le sait, là, à Montréal, par exemple, le pont Jacques-Cartier a été souvent le théâtre de tentatives de suicide ou de suicide. Et éventuellement, les autorités ont réagi en mettant des grillages qui empêchent les gens de monter dans les structures ou de se jeter en bas de la structure. Le Golden Gate Bridge, malgré qu'il soit l'endroit où il y a le plus de suicides au monde, on n'a pas fait ça. Donc, si tu circules sur le Golden Gate Bridge, il est assez facile de passer par-dessus les garde-fous et de sauter, de plonger dans la baie de San Francisco. Là. Donc, c'est particulier. Nous, on a un tracel ici, un petit peu plus loin. Puis, si jamais quelqu'un qui veut aller sur le tracel, sur la voie ferrée, les gens qui sont des agents de sécurité, ils regardent avec les caméras et sont capables de discuter avec l'individu qui essaie de traverser ou qui essaie de faire quelque chose qu'il ne devrait pas faire. Ouais. Donc, mais c'est curieux, ça. C'est ça. Mais les Américains, c'est ça. Le Golden Gate Bridge, c'est le Golden Gate Bridge. Dans la forêt d'Aokigahara, il faut comprendre que bien sûr, on tente de dissuader les gens d'aller dans la forêt pour se suicider. Mais encore une fois, comme je te dis, dans la culture japonaise, les gens qui sont à l'entrée du parc, parce que c'est un parc national, les gens peuvent... c'est un beau parc pour faire des randonnées pédestres, des excursions. Et les gens racontaient, les gens qui sont aux portes d'entrée disent, on voit des gens arriver et on est capable de reconnaître les gens qui sont là pour une randonnée pédestre, une excursion. Puis on est capable de reconnaître aussi les gens qui sont là pour en finir avec la vie. Là. Donc, ils n'ont pas le même comportement. Bien sûr, on va tenter de les dissuader, mais comme je te dis, quelqu'un qui veut mettre fin à ses jours, il va mettre fin à ses jours, il va trouver l'endroit. Et cet endroit-là... on a des services ici, les amis. 1-866 appel, 1-866 appel absolument. Si jamais ça file pas. Tu as 3 cadeaux pour nos auditeurs, mon Jean-Christian. Oui. Parfait. Donc, explique-moi le premier. Le premier sera, en fait, les deux premiers sera une nuit à l'hôtel 54. Oui. Donc, ce sont deux jeux qui amènent les joueurs dans un environnement, qui plongent les joueurs dans un environnement surnaturel. Ils suivent une équipe de chasseurs de fantômes, sont amenés à relever des défis. Et bien sûr, ces défis, ils le font dans le confort de leur maison, mais avec des amis. Il ne faut pas se cacher, un petit verre de vin peut aider les apparitions de fantômes. Mais bon, dans cet environnement-là, donc, ils doivent relever des défis. Ces défis-là vont les amener dans un univers un peu paranormal. Et j'ose espérer que plusieurs d'entre eux vivront des expériences
cognitive, hein, parce que le jeu met c'est un peu l'idée du jeu, c'est de mettre à défi tes propres sens cognitifs. Tu vas peut-être en venir à croire que tu as entendu des bruits de pas dans l'escalier chez toi ou qu'une flamme a vacillé mystérieusement, peut-être parce qu'il y avait un fantôme dans la pièce. Donc, c'est un peu ça l'idée, c'est de mettre la table en espérant qu'éventuellement des manifestations que les joueurs interpréteront à tort ou à raison comme étant surnaturelles vont se produire. D'ailleurs, je rappelle souvent, quand on me parle du jeu, je dis... il y a un type qui s'appelle Richard Wiseman, qui est un parapsychologue britannique qui enseigne dans le sud de l'Angleterre, et on lui avait posé à un moment donné la question, quel est le critère premier pour une bonne maison hantée? Est-ce que ça doit être un lieu où il y a eu des crimes sordides? Est-ce que ce sont des lieux où il y a eu plusieurs morts mystérieuses? Et Wiseman de répondre, non, il faut que la maison ait la réputation d'être hantée. Donc, ça disait bien ce que ça disait. À partir du moment où il y a une attente que quelque chose va se produire, on amène des gens dans un lieu, ils croient que ce lieu est hanté, ben forcément, il y a cette attente qui se crée et peut-être qu'éventuellement, ils percevront des phénomènes comme étant de nature surnaturelle, qui peut-être aussi sont des phénomènes tout à fait naturels, mais ils les percevront de manière surnaturelle. Et en fait, le jeu, l'Hôtel 54, se base un peu sur ce principe-là, l'attente du phénomène et bien sûr le contexte dans lequel le jeu se fait. Parfait. Donc, on en a 2 à faire tirer et on a un de tes livres. Oui, c'est ça. Donc, l'un de mes livres, c'est mon 7e, 8e, je ne me rappelle plus trop, là, mais c'est le tout dernier. Le Monde de Montréal. Ah ouais, c'est mon 7e, 8e, je sais pas. C'est Tueur de l'occulte. C'est 13 histoires de gens qui ont commis des meurtres, mais sur des motivations occultes. Hein. Donc, les gens, soit parce qu'ils se croyaient un loup-garou, ils se croyaient des vampires, ils le faisaient dans un cadre de rituel satanique, bon, peu importe, mais la motivation est toujours un peu occulte. Et c'est assez étonnant parce que quand on parle de ces crimes-là, les crimes à caractère occulte, un peu comme les tueurs en série, ce sont des crimes qui dépassent l'entendement. Hein. D'ailleurs, pourquoi les tueurs en série suscitent autant d'intérêt? On regarde, on multiplie les séries télé où on parle de tueurs en série. Qu'est-ce qui motive les gens à regarder ces séries-là? Parce que le tueur en série, il échappe à notre compréhension. Si tu entends parler, par exemple, qu'un type a assassiné son voisin parce qu'il tondait sa pelouse le samedi matin, bon, ça ne veut pas dire que si ton voisin tonde sa pelouse le samedi matin que tu vas l'assassiner, mais tu peux comprendre un peu la colère, puis bon, l'altercation, tout ça. Ce sont des sentiments qui nous sont familiers, hein, la haine, la jalousie, la colère. Bon, ce sont des sentiments qui nous sont familiers. Mais quand on lit les récits d'un tueur en série qui assassine des gens, les démembre, mange des parties du cadavre, là, ça sort complètement de l'entendement. On est incapable de se mettre dans la peau du tueur, incapable de comprendre ses motivations. Et c'est ce qui nous fascine, c'est cet aspect out of this world. On dirait vraiment que c'est un récit qui nous vient de Mars. Bien, dans le cas des tueurs de l'occulte, on est exactement dans la même dynamique, c'est-à-dire qu'on a soudainement ce tueur qui se prend pour un vampire, et va assassiner quelqu'un, manger des morceaux de sa cervelle, boire son sang parce qu'il est persuadé qu'il va se réincarner en enfer. Donc, on est réellement dans un univers tout à fait glauque. Et c'est 13 histoires de ce type-là que je présente dans Les Tueurs de l'Occulte. Parfait. Donc, les 2 jeux, Une nuit à l'Hôtel 54 et le livre Tueurs de l'Occulte, je fais tirer ça au téléphone, 88 670 9098, 88 670 9098. Je prends le 15, 16 et 17e appel. Bien entendu que les premiers appels auront le choix entre Une nuit à l'Hôtel 54, le jeu, ou encore Tueurs de l'Occulte. Et ma question, Christian, on y va avec le nom de la forêt que tu as parlé tout à l'heure. Okay. C'est assez facile à prononcer. Je ne demanderai pas aux gens de me l'épeler. OK, correctement. Okay. Mais de me mentionner le nom de la forêt. Et vous méritez ces 2 beaux cadeaux. Vous appelez maintenant. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. On parle maintenant, mon cher Christian, des fantômes japonais. Les yurei. Les yurei. Les yurei. Et comme je l'ai mentionné, on se permet ce soir un petit voyage du paranormal anthropologique. Donc, on va aller voir un peu ce qui se passe dans les cultures ailleurs. Et c'est vrai que depuis quelques années, on est devenu presque des familiers avec ces fantômes japonais, hein, à travers le cinéma en particulier. On a beaucoup exploité cette image-là. Mais il faut savoir que dans la culture japonaise, les fantômes ont si on regarde sur le plan social, ils ont un rôle un peu différent que la façon dont nous, les Occidentaux, on perçoit les fantômes. Ils ont un lien avec la culture qui est différente également que nous l'avons avec cette culture-là. Mais, je l'ai bien mentionné, je ne suis pas un expert, donc j'ai fait appel à un expert.
Et cet expert, c'est mon ami, le docteur Régis Ollery, qui doit être en ondes en ce moment avec nous. Docteur Ollery, vous êtes là? Mais je suis toujours là pour discuter avec vous, chers amis. Ben, ça me fait plaisir. Écoutez, j'ai expliqué en début d'émission qu'on est au mois de novembre. Le mois de novembre, c'est souvent dit le mois des morts. Et bon, on a parlé abondamment d'histoires de fantômes, tout ça, mais il y a un aspect que l'on connaît moins bien, c'est comment le phénomène des fantômes est vécu dans d'autres cultures. Et principalement en Asie, on sait, c'est une culture qui est très, très populaire. J'ai essayé de ne pas dire de bêtises au début d'émission, mais en disant que probablement que la culture du shintoïsme et du bouddhisme, le culte des ancêtres et toutes les traditions un peu fantastiques qu'on retrouve dans la religion, ma religion entre guillemets shinto, mais en fait qui est une espèce de philosophie culturelle, ont contribué en fait à rendre populaire cette dynamique des fantômes, des revenants, des esprits, et à travers tout ce qu'on retrouve dans disons, l'aspect culturel et artistique également du Japon. Est-ce que je dis une bêtise? Et éclairez-nous sur le sujet. Ah non, tu n'as pas dit de bêtises du tout. Il faut savoir effectivement que parmi les facteurs qui expliquent cette espèce d'omniprésence du concept de fantôme au Japon, c'est vrai dans toute l'Asie du Sud-Est, précisons-le tout de suite, c'est pareil en Corée, en Chine, en Thaïlande, au Laos, au Cambodge, toute cette région, aux Philippines aussi. Mais on parle du Japon, là. Ouais. Comme tu le disais, le shintoïsme, qui remonte bien avant le bouddhisme. Le shintoïsme était au Japon probablement avant même l'ère chrétienne, alors que le bouddhisme est entré au Japon vers le VIe siècle. Mais dans les deux cas, il y a des relents de ce qu'on appelle l'animisme, c'est-à-dire une philosophie qui considère que tous les êtres vivants et même les objets sont dirigés par une forme d'esprit ou d'âme. Deuxièmement, il y a un point extrêmement important, c'est que dans ce qu'on appelle classiquement les religions du livre, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam, qui sont les trois principales, le temps est une caractéristique de nature vectorielle, c'est-à-dire qu'il y a un début, il y a un écoulement et il y a une fin. Alors que dans toutes les philosophies du sud-est asiatique, le temps a une nature cyclique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de début ni de fin puisque ça recommence en permanence. D'où évidemment, par ce support philosophique, l'impression que quelqu'un qui disparaît va revenir, et puis il redisparaîtra, puis il reviendra, etc. Donc il y a beaucoup d'éléments qui expliquent pourquoi, effectivement, au Japon, c'est encore omniprésent, parce que c'est impressionnant de voir à quel point ça l'est encore. Oui, parce que moi, j'ai visité le Japon. J'ai parlé un peu plus tôt de la forêt d'Oekigahara que je n'ai pas visitée, mais j'ai quand même visité le Japon. Et j'étais très impressionné par les défilés de rue où on va présenter, par exemple, toutes sortes de créatures fantastiques. Et les fantômes deviennent omniprésents dans ces histoires-là, dans les cirques de rue, si je puis dire, que l'on présente. Oui, tu sais, tu disais, en mois de novembre, on fête les morts, mais au Japon, c'est vers la mi-août. C'est vers le 15 août qu'il y a une fête qui s'appelle le Obon, et c'est là où on fête les morts. Alors, on fête, entre autres, ce qui s'appelle les gaki, c'est-à-dire les hungry ghosts, les fantômes affamés. Et dans tous les pays d'Asie du Sud-Est, les gens mettent des plats, mettent de la nourriture dans les rues pour les fantômes. De plus, dans les cinémas et les théâtres, quand on fête le Obon, la première rangée des sièges, personne ne s'assoit là, parce que c'est là que s'assoient les fantômes pour venir au spectacle. Alors évidemment, on peut, nous, se dire ici, c'est donc bien bizarre, mais encore une fois, on n'est pas forcément les seuls à avoir une opinion qui tient debout, et dès l'instant où c'est culturel, mon Dieu, pourquoi pas, ça dérange personne. Ce qui m'a frappé dans les histoires de fantômes japonais, d'ailleurs, je l'ai bien précisé dans l'émission, on est dans la culture occidentale, on a été frappé par les fantômes japonais, et principalement avec l'arrivée de films comme Le Cercle, par exemple. Oui, évidemment. Et où on a un fantôme qui représente une jeune femme avec les cheveux un peu en broussailles devant le visage. Il faut savoir que cette image, elle est bel et bien réelle. Elle représente un yuki japonais. Oui, tout à fait. L'image qui est décrite, c'est surtout le cinéma, comme tu dis, qui a fait connaître ce type de fantôme en Occident. Mais la littérature l'avait précédé au XIXe siècle avec un occidental qui s'appelait Lafcadio Hearn, qui s'est installé au Japon, qui s'est pris d'amour pour le Japon et qui a écrit donc en anglais, qui a introduit la notion de ces fantômes dans la littérature anglophone. Mais le fantôme, comme on le voit dans le film, c'est-à-dire habillé en blanc, puisque le blanc c'est la couleur de la mort, contrairement à ici où c'est le noir, Oui.
les cheveux démêlés parce que ça signe qu'on n'est plus du même monde, parce qu'une femme doit avoir les cheveux très bien arrangés, comme dans la tradition du moins. Ce type de morphotype de fantôme, c'est le même qu'on trouve en Thaïlande, c'est le même qu'on trouve en Corée, Quishin, c'est le même les Gwai en Chine, c'est le même les Phi en Thaïlande. C'est vraiment l'archétype de ce qu'est un fantôme. Il y a eu des critiques certains ont fait des critiques face à ce genre de cinéma en disant « Regardez, il y en a marre, on a toujours les mêmes Sadako, puisque dans la version originale, le fantôme s'appelle Sadako. Et c'est toujours une femme à cheveux noirs, à robe blanche, etc. » Puis les gens disaient « C'est un peu lassant. » Mais à ce que je sache, un vampire a toujours été représenté avec des grandes dents et puis une cape noire. Parce que dans le folklore, c'est comme ça. Alors on ne va pas le changer pour le plaisir, c'est le folklore qui est représenté comme ça. Ouais. Ce qui est frappant également dans la culture asiatique, c'est qu'ils n'ont pas la même définition que nous des fantômes. C'est-à-dire qu'ici, généralement, quand on parle aux chasseurs de fantômes, aux gens qui s'intéressent à ce genre de sujet, ou les médiums, ils ont à peu près toujours le même discours. C'est où les fantômes qui reviennent sont des gens qui ont un message à livrer, ce sont des gens qui doivent compléter une tâche inachevée ou encore des gens qui ignorent tout simplement qu'ils sont décédés parce qu'ils sont morts de manière accidentelle. Dans la culture asiatique, les fantômes n'ont pas exactement le même levier psychoculturel. Il y a aussi ceux-là, mais il y a tous les autres aussi qui ont eu en fait une mort, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, et qui sont là quand même, entre guillemets, on s'entend, on parle de folklore et de tradition, là, et qui sont là quand même. Au Japon, ceux qui sont décédés de ce qu'on appelle une malmort, et c'est particulièrement vrai des femmes qui meurent pendant la grossesse ou pendant l'accouchement, ça constitue un type de yurei, c'est-à-dire de fantômes très particuliers, ce qu'on appelle des onryo, c'est-à-dire des fantômes vengeurs. Ce qu'on voit dans Ju-On, par exemple, le film de Takashi Shimizu, le Grudge, tu sais, qui est traduit sous forme de The Grudge, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un onryo, c'est-à-dire c'est le retour d'un fantôme, mais qui revient strictement pour se venger de tous ceux qui passent à proximité. Mais les autres sont effectivement des fantômes que l'on va quand même s'arranger pour amadouer un peu. Je te cite une anecdote, il y a un grand fantôme classique, je considère classique, c'est-à-dire opposé aux légendes urbaines qui sont très récentes, un fantôme classique qui s'appelle Oiwa. Et c'est encore une pièce de théâtre qui est jouée régulièrement au Japon. Mais quand les acteurs se préparent pour jouer sur scène le rôle de Oiwa, ils vont avant sur la tombe de Oiwa pour demander que ça ne la fâche pas qu'on joue son rôle. Et là, on est en 2019, là. Et c'est encore comme ça. Ouais. Je sais également que quand on parle, il y a dans la culture japonaise elle va, par exemple, s'adapter ou s'enrichir de fantômes plus modernes. Par exemple, la femme à la bouche déformée ou à la bouche lacérée, qui est apparue avec un peu l'avènement au Japon de ces gens qui se promènent avec des masques chirurgicaux pour se protéger des effets de pollution. Et là, voilà que le fantôme, ça va devenir un attribut du fantôme qui porte ce masque pour dissimuler la bouche déformée, là. Oui, et là tu soulèves une question qui en fait est très très fondamentale dans le sujet de ce soir. Cette femme, elle s'appelle Kuchisake Onna, c'est-à-dire la femme à la bouche fendue. Et là aussi, c'est une énorme différence entre l'Occident et l'Orient, l'Extrême-Orient. En Occident, on constate que le progrès scientifique en général a tendance à éliminer les croyances. Au Japon, c'est pas du tout la même chose. Les deux coexistent. C'est-à-dire que quand la technologie progresse, eh bien les croyances viennent se greffer sur ce nouveau modèle technologique. Je vais te donner, si tu veux, 2 exemples si j'ai le temps. Oui. Tout d'abord, dans les siècles passés, tu sais, le Japon, les 3/4 de la surface du Japon, c'est des montagnes et de la forêt. C'est-à-dire c'était complètement inaccessible dans les siècles passés. Et les gens à l'époque pensaient, toutes ces régions inaccessibles où on n'ira jamais, c'est rempli de fantômes. OK. Le progrès arrive, on déforeste, on considère que c'est un progrès quand même dans certains cas, et on construit des voies ferrées. Les voies ferrées le train est très développé au Japon. Donc les voies ferrées permettent d'explorer ces régions où on croyait qu'il y avait une multitude de fantômes. Qu'est-ce qu'un occidental aurait dit ? Il aurait dit on y est allé, on n'a rien vu, donc il n'y en a pas. Au Japon, non. C'est maintenant les voies ferrées qui attirent le concept de fantôme. Entre autres par un fantôme très célèbre qui s'appelle Teke Teke et qui hante les voies ferrées,
ou alors on va dire que les fantômes hantent les passages à niveau. Donc tu vois, le progrès technique n'a pas dénaturé le fantôme, il l'a incorporé là-dedans. Et tu parlais tout à l'heure du cercle. Le cercle, c'est un exemple également de ce phénomène où, à partir d'une technologie déjà ancienne, mais une cassette vidéo, on transfère une malédiction de fantôme. Les cassettes vidéo sont plus à la mode, maintenant dans les films comme Parler avec les morts, le film japonais, c'est avec les téléphones cellulaires. Ouais. Et avec l'Internet, tu sais qu'il existe des sites Internet de ce qui s'appelle le Hitori Kakurenbo, qui consiste à faire venir un fantôme chez soi pour jouer à cache-cache avec. Oui, je connais cette histoire-là, c'est quand même étonnant. Mais oui, mais il y a des sites pour ça, il y a eu beaucoup de films qui ont été faits là-dessus, parce qu'il y a eu un engouement énorme et les gens allaient sur les sites spécialisés. Il y a tout un rituel précis. D'ailleurs, il y a une des toiles dont je te parlais, de l'exposition qu'on a fait à Ottawa, qui représente justement une scène de Hitori Kakurenbo. Oui, d'ailleurs, je la rappelle encore, on l'a mentionné un peu plus tôt dans l'émission, mais on va mettre en ligne, on va donner l'adresse du site Internet de Geneviève Dupont, qui est ta compagne et qui est également artiste peintre et qui a fait de magnifiques... Je suis allé voir ces peintures, elles sont tout à fait remarquables. Les peintures des fantômes japonais, asiatiques, sont tout à fait extraordinaires. C'est un travail qu'on fait en commun, puisque moi, j'écris, tu as vu, à côté, il y a des explications anthropologiques, les références, etc. Donc c'est vraiment un travail qu'on a en commun et qui se développe beaucoup et qu'on espère développer d'ailleurs de plus en plus, parce que le thème, on l'a vu à Ottawa l'année dernière, en juillet dernier, le thème passionne les gens. Oui. D'ailleurs, quand on parle également des fantômes japonais, ce qui m'avait frappé, moi, là, parce que, évidemment, on peut jamais sortir le surnaturel de l'individu. Donc, quand j'étais là-bas, j'ai essayé de comprendre un peu les mécanismes. Il faut vraiment être japonais pour bien comprendre ce que représente le shintoïsme. C'est vraiment un art de vivre, c'est très particulier. Et pour un occidental, parfois, il y a des nuances que l'on n'a pas et qu'il est difficile un peu à suivre. Mais ce qui m'a frappé également, c'est que dans cette culture du fantastique, ici, par exemple, en Occident, on est très cloisonné. Il y a, par exemple, les gens qui vont croire aux fantômes, il y a les gens qui croient aux créatures fabuleuses, les fées, les gnomes, tout ça, alors que dans le shintoïsme ou dans cette culture, les uns côtoient les autres un peu. Il y a toutes sortes de... Bon, il y a les yokai, ces fameux fantômes, mais à travers tout ça, il y a toute une culture d'êtres fantastiques qui habitent les forêts, qui habitent autour d'eux. Oui, il y a une faune, si on peut se permettre le terme, il y a une faune d'une richesse incroyable, et c'est vrai au Japon, mais c'est vrai dans tous les pays du sud-est asiatique, comme je disais. En Thaïlande, il y a des listes complètes du type précis de fantômes ou de yokai. La limite n'est pas claire non plus, parce que les Asiatiques pensent les choses et pensent les sujets différemment de nous. Ce qui fait que quand on dit, par exemple, l'équivalent du mot yorei, c'est fantôme, c'est une approximation. Parce qu'en fait, ça prendrait un bouquin complet pour comprendre qu'est-ce que c'est exactement pour eux un yorei. Ici, on est beaucoup plus cloisonné, effectivement. On définit ça, c'est ça c'est autre chose. Là-bas, il y a beaucoup de mélange entre les différentes catégories. Oui, et on parlait... Tu as mentionné un peu plus tôt qu'il y a toute cette culture animiste, donc tous les êtres vivants ont une espèce d'âme, mais également les objets inanimés. Et là, on voit aussi une grande différence entre la culture occidentale et la culture asiatique, parce qu'en Occident, il y a des objets qui sont possédés par des esprits. Une boîte qui contient un esprit malveillant, une boîte à 10 boucs. Bon, il y a des objets qui ont la réputation d'être maléfiques parce qu'il y a des esprits qui sont accrochés à l'objet. Alors qu'au Japon, c'est l'objet lui-même. On m'a raconté, par exemple, une anecdote d'un parapluie qui était supposé maléfique, qui était le parapluie. Il n'y a pas un esprit dans le parapluie, c'est le parapluie. Oui, on appelle ça des tsukumogami. En fait, tous les objets peuvent devenir vivants, selon le folklore au Japon. On dit que c'est classiquement au bout de 100 ans, mais en fait, des vieux objets peuvent devenir vivants. Et ça peut être un matelas, ça peut être une paire de sandales, ça peut être un parapluie, c'est un grand classique, ça s'appelle un karakaza au Japon, un parapluie comme ça. Et ça peut être un mur qui se promène et qui vous empêche d'avancer. C'est d'une richesse incroyable. Et ce qui est peut-être encore plus incompréhensible pour l'occidental, on sous-entend en Occident, un fantôme, si tu as un fantôme, c'est que tu es mort, on sous-entend. Oui.
Au Japon, il existe des fantômes de vivants, ce qu'on appelle des ikiryo, c'est-à-dire un fantôme qui sort de toi, mais t'es pas mort. Et ça, c'est quelque chose qui dépasse complètement le concept même de paranormal en Occident. C'est un autre monde, complètement un autre monde. Quand tu es infidèle, ça peut aider. C'était pas moi, c'était mon fantôme. Docteur Aulry, il y a des auditeurs qui vous posent la question en ce qui a trait au shintoïsme. Est-ce qu'il y a la même notion d'enfer, de paradis, de bien et du mal dans le shintoïsme? Alors, c'est assez compliqué, mais d'une manière générale, là aussi, c'est très peu dichotomique. Vous savez, en Occident, il y a des dieux qui sont forcément bons, il y a des démons qui sont forcément mauvais. Ouais. Dans le shintoïsme, ce qu'on appelle un kami, c'est ce qu'on pourrait traduire par un dieu, mais entre guillemets, mais il peut très bien être bon, il peut très bien être mauvais, selon le jour où ça se passe et selon l'attitude qu'on a face à lui. Il n'y a pas cette séparation entre le bien et le mal, tout peut coexister. Quant aux enfers, oui, ça existe. Dans le sud-est asiatique, les enfers sont d'ailleurs assez terribles. Par exemple, en Chine, c'est un passage obligé. Tout le monde passe par là. Et c'est à partir de là qu'on est renvoyé, soit pour ressusciter sous forme animale, soit sous forme humaine, soit pour devenir un fantôme errant, etc. Mais c'est un passage qui est obligatoire, contrairement au folklore et à la tradition occidentale. Parce que dans la tradition occidentale, elle est très collée sur le judéo-christianisme. Oui, tout à fait. Ah ben oui, tout à fait, effectivement. Ouais. Parce que cette vision qui n'est pas dichotomique là, comme le bien et le mal, ce n'est pas. On regarde des religions, par exemple, en Amérique centrale. On pense par exemple à Santeria ou des trucs comme ça, où là aussi on va faire appel à des esprits, mais ces esprits sont pas forcément bons ou mauvais. Ils vont dépendre, leurs actions vont dépendre des incantations du sorcier ou de l'objectif qui est visé. Mais il peut s'agir du même esprit à ce moment-là qui va apporter soit des bienfaits ou soit une espèce de malédiction. Ce qui nous rapproche. Ça dépend des offrandes qu'on va aller. Mais cette dichotomie bien-mal, c'est le manichéisme judéo-chrétien, effectivement. Ouais. À l'origine, c'est ça. Et quand dans la culture japonaise, bon, moi, je me rappelle, je suis allé là, j'ai vu des émissions de télé où on envoyait des adolescentes qui couraient dans la forêt en essayant de retrouver des esprits, là. Bon, c'était plutôt de mauvais goût, mais on a à peu près la même chose ici, donc des gens qui courent après des chasseurs, après des fantômes, tout ça. Mais est-ce qu'il existe en Asie, par exemple, un intérêt, disons, scientifique ou pseudo-scientifique comme on retrouve ici avec les chasseurs de fantômes pour essayer de documenter ces apparitions de yokai? Il y a le même phénomène qu'ici, c'est-à-dire des groupes de gens qui vont se diriger vers un endroit classiquement hanté, avec des caméras, toutes sortes de choses qui ont une utilité plus ou moins limitée, ça faut bien l'admettre. Donc il y a le même phénomène. Mais il y a aussi des études beaucoup plus, je dirais, sérieuses, beaucoup plus scientifiques, dans le sens, justement, anthropologie, sociologie, ethnographie, etc. Là, oui, il y a vraiment des équipes, et il y en a dans le monde entier, il y en a même en Allemagne. Hein. Il y a un groupe de recherche qui s'appelait Dorisea à Göttingen, qui travaille que sur ces questions-là. Donc oui, il y a des gens qui travaillent sur l'aspect, mais sur le seul aspect qui a une valeur scientifique reconnue, c'est-à-dire l'histoire, l'anthropologie, le folklore et tout cela. Pour le reste, c'est un peu comme en Occident, c'est des passionnés qui vont faire un reportage en espérant que, etc. Ouais. Il y a également dans la culture des fantômes japonais ou asiatiques, il y a également une espèce de, je dirais, un mariage entre des créatures fantastiques et en même temps des divinités. Par exemple, j'ai cité, c'est un peu difficile à exprimer parce qu'on n'est pas on n'est pas de cette culture du shintoïsme. Par exemple, ils ont un grand intérêt ou une espèce de vénération pour les araignées. Et on va retrouver les araignées, par exemple, dans des histoires de fantômes où là, on va voir apparaître un fantôme qui aura peut-être l'aspect de cette jeune femme avec une robe blanche, mais dont les membres seront complètement déboîtés pour qu'elle puisse prendre un peu l'aspect de l'araignée. Donc, il y a une espèce de mariage entre ces créatures fantastiques et les fantômes, ce que l'on ne retrouve pas à peu près dans la culture occidentale. Oui, tout à fait. Et l'exemple de l'araignée est très pertinent parce que non seulement ça appartient à la tradition de longue date, hein, certaines estampes de Yoshitoshi représentent ce genre de guerrier qui se bat contre une énorme araignée qui en fait est à la fois un dieu, un démon, un fantôme et une bête, quoi.
mais aussi beaucoup plus récemment dans les légendes urbaines, puisqu'il y en a une qui s'appelle Kumo Onna, qui est la femme araignée, et qui a fait l'objet d'un film, et qui appartient là vraiment aux légendes urbaines, strictement. Et quand on regarde tout cet univers de cette culture magico-religieuse, fantastique, on a l'impression qu'elle est née, et là je crois comprendre que j'étais un peu dans l'erreur. Moi, je croyais que tout ça était né vers le 8e siècle, à partir du moment où les Chinois vont donner l'écriture au Japon et que là va apparaître les premiers ouvrages écrits du shintoïsme. Oui, mais la tradition orale a précédé. OK. C'est ça, la tradition. Effectivement, les écrits datent de... On arrive lorsque le bouddhisme arrive de la Chine et de la Corée, en gros, pour faire simple, avec l'écriture, etc. Mais la tradition orale a précédé cela, comme dans toutes les cultures. C'est la tradition orale qui commence tout. Et après, on commence à l'écrire. Après, on en fait des pièces de théâtre. Tu connais le théâtre No, oui. Ou le kabuki. Le théâtre No, il y a presque une pièce sur deux où il y a un fantôme dedans, encore aujourd'hui. Parce que ça fait partie du personnage clé dans le théâtre. Sur les estampes, on sait que c'est rempli de fantômes partout. Mais le point de départ, c'est la tradition strictement orale. Et là, qui remonte, on ne sait pas à quand, puisque par définition, il n'y a pas de traces. Oui, et est-ce qu'il y a un Adam et Ève dans le shintoïsme? Non, c'est pas. Non, parce que. Il n'y a pas de premier homme, première dame. C'est ça, parce qu'encore une fois, c'est le judéo-christianisme qui considère que le temps a une nature vectorielle avec un début puis une fin. Ouais. Alors que les philosophies, parce que ce ne sont pas vraiment des religions, shintoïstes et autres, c'est un cycle. Donc le début, on ne l'identifiera pas. Et la fin non plus, d'ailleurs. Parce que si je comprends bien, mes faibles connaissances dans l'histoire de l'Orient, c'est quand même lorsque les premiers ouvrages du shintoïsme vont être écrits, ils sont écrits à la demande de l'empereur. Donc évidemment, l'empereur devient un peu le héros de ces épopées légendaires. Oui, c'est sûr qu'il y a une mise en scène à la gloire de l'empereur, à la gloire de combattants, de guerriers, etc. Et d'ailleurs, les plus anciens fantômes que l'on trouve dans le folklore traditionnel japonais, ce ne sont pas des femmes assassinées ou mortes en couche, ce sont des guerriers morts sur le champ de bataille. C'est ça les premiers dans l'ordre chronologique qu'on voit apparaître. Donc dans le temps, il y a beaucoup plus de fantômes masculins que féminins au Japon. À l'heure actuelle, ça s'est inversé. La très grosse majorité des légendes urbaines et des fantômes ou dit-elle, sont féminins à l'heure actuelle. Mais c'était masculin avant, c'était les guerriers, les samouraïs, etc. Sur le plan anthropologique, est-ce qu'on est capable de déterminer s'il y a un foyer précis où ces légendes ont pris naissance, même si ce n'est que de tradition orale? Pour ce qui concerne les fantômes très très anciens, très très classiques, non, on n'a pas vraiment d'informations là-dessus. Mais pour les légendes urbaines, en général, on sait d'où elles prennent naissance, en gros. Et après, elles diffusent, évidemment. Celle dont tu parlais tout à l'heure, qui a la bouche fendue, Kutsusake Onna, on sait en gros vers où la légende est apparue, puis après, elle a diffusé partout au Japon. Donc pour ça, on est capable souvent de trouver comme un petit peu une origine. Mais pour les anciennes, les très anciennes, la plupart du temps, on ne sait pas. Quand on regarde les fantômes japonais et on regarde d'autres régions, par exemple, du sud-est asiatique, est-ce qu'on retrouve des fantômes qui sont communs dans une culture et dans l'autre? Oui. Par exemple, je te disais, le fantôme d'une femme morte pendant l'accouchement, c'est universel dans l'Asie du Sud-Est que ça revient sous forme d'un fantôme extrêmement dangereux. En Thaïlande, c'est le fantôme thaïlandais le plus connu qui s'appelle Maenak, c'est une femme qui est morte en couche. Les noyés sont également des revenants extrêmement dangereux. Il y a des catégories comme ça qu'on trouve en fait partout en Asie du Sud-Est. Il y a des esprits, c'est ça, il y a des fantômes qui essaient de vous pousser sur des voies ferrées, il y a des fantômes qui essaient de vous noyer. Là, ceux, par exemple, que vous évoquez, les fantômes des noyés, vont tenter de noyer les gens également. Oui, parce que très souvent, il y a ce qu'on appelle la notion de substitut. C'est-à-dire que si, par exemple, un fantôme est mort pendu et qu'il ne réussit pas à se réincarner, eh bien, il va inciter quelqu'un à se pendre pour pouvoir après se réincarner. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de vengeance pour que quelqu'un d'autre ait la même mort que vous, et ce qui va vous libérer, vous, de cette entrave à quitter le monde réel.
D'où le fait que c'est très dangereux. Oui, on a l'impression que les fantômes japonais ou asiatiques sont surtout des fantômes vengeurs. Ben, ça, c'est le cinéma. Parce que c'est comme ça quand même que qu'on connaît le mieux les fantômes en Occident, sauf pour des gens qui s'y intéressent particulièrement, là. Mais c'est quand même par le cinéma. Or, le cinéma, ben, c'est forcément quelque chose d'impressionnant. Il faut qu'il se passe quelque chose, si possible, d'agressif, qui fait peur et autres. Un fantôme qui est très gentil puis qui vient te faire cuire ton petit déjeuner le matin, ça fera pas un box-office fabuleux. Donc ça, c'est un biais de ce que l'on va transmettre au cinéma. Je sais pas si tu as vu un film très réussi récent, un film coréen qui s'appelle Gonjiam. C'est sur un hôpital psychiatrique en Corée et c'est un reportage qui est fait là-dessus. C'est un film où il y a de la peur et de la violence, mais c'est parce que c'est du cinéma, c'est ça qui va attirer. Mm-hmm. Mais la plupart des fantômes, si on analyse ça de manière plus proche, la plupart des fantômes japonais, ben, tu vas dire par exemple que tu le vois debout dans un coin de ta cuisine, il bouge pas, puis il se passe rien. Ouais. Parce que ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même des récits de gens qui ont été témoins de ces apparitions, comme on en a ici en Occident. Ce n'est pas que de la culture. Il y a également des récits d'observation. Ah, il y en a beaucoup. Il y en a effectivement beaucoup. Moi, j'ai connu, on a eu une étudiante japonaise ici. Évidemment, on en a parlé des fantômes parce que c'était l'occasion. Et quand je lui ai demandé si elle croyait aux fantômes, elle a répondu, ben oui, d'un air de dire évidemment. Et quelle question. Puis là, je lui dis, mais est-ce que tu as déjà vu, toi? Et là, elle me répond, non, moi, j'en ai pas vu, mais ma copine un tel en a vu un à tel endroit, ma mère en a vu un à tel endroit, etc. Il y a effectivement beaucoup de gens qui disent avoir vu ce qu'on appelle un yorei, mais la plupart du temps, c'est simplement, comme je te dis, c'est debout dans un coin d'une pièce qui bouge pas, puis on regarde 2 minutes après, il est plus là. C'est ça surtout que les gens voient. Ouais. En terminant, j'imagine, Régis, que tu as vu les films de ces fantômes japonais, Le Cercle, The Grudge et compagnie. Comment tu trouves cette représentation que l'on fait des fantômes japonais ici en Occident? Ben, si j'ai encore un petit 2 minutes, là, oui. Il y a une comparaison assez facile à faire. On va prendre les deux que tu cites, c'est-à-dire Le Cercle, oui. Version américaine, et puis The Grudge, version américaine. Oui, parce que j'ai vu également la version japonaise du film. Alors, la version Le Cercle, japonaise qui est plus lente. Cercle, la version japonaise date de 98. C'était Ringu par Nakata. Et ça a été adapté en 2002 par Verbinski, par Gore Verbinski, sous forme de le Cercle, The Ring. Là, le film The Ring est bon, mais il n'a plus grand-chose à voir avec le japonais. Je ne crois pas, moi, qu'on puisse traduire littéralement des concepts asiatiques dans un film occidental. Je ne crois pas que ça puisse marcher. Et le film The Ring est un bon film, mais qui est très éloigné de la version japonaise. Alors, dans ce cas, pourquoi est-ce que Ju-On, qui a très bien marché au Japon, pourquoi est-ce que The Grudge a très bien marché aussi? Mais parce que c'est le même réalisateur, c'est Shimizu, c'est-à-dire que c'est un Japonais qui a fait la version américaine. Et la version américaine est tournée au Japon avec des acteurs japonais. Donc tu n'as pas eu là cette espèce de traduction impossible à faire. Donc voilà, je pense que rarement un film japonais est réussi s'il est traduit de manière littérale. Je ne crois pas. Ouais. Il y a eu plusieurs exemples, à mon avis, de films comme ça qui ont... je pense, moi, qui n'ont pas marché, qui n'ont pas retranscrit la réalité du film d'origine. Et ce que tu mentionnes me place moi-même dans ce contexte. Lorsque j'étais au Japon et on discutait des histoires de fantômes, j'avais, comme occidental, j'avais un peu de difficulté à suivre toutes les nuances du shintoïsme. Donc, on comprend que si on n'est pas japonais dans l'âme ou qu'on n'est pas immergé dans on n'a pas une immersion dans cette culture japonaise, ça devient, en 2-3 coups de crayon, ça devient difficile de transmettre toute une tradition et toute une culture. Tout à fait. Alors, il y a quand même une fertilisation croisée. Nakata a admiré beaucoup de films d'horreur occidentaux, mais ce ne sont pas des influences pour un film, ce sont des gens qui vont admirer tel ou tel réalisateur, mais leur film, ils le feront à la japonaise s'ils veulent que ça marche au Japon. Effectivement, ça ne se traduit pas de manière directe, ça ne marchera pas. Il y a eu Chakushinari, vous avez reçu un message, là, il y a une version américaine qui a été faite, qui est à mon avis complètement ratée.
alors que la version américaine de Takashi Miike est un chef-d'œuvre. Mais c'est normal, on ne peut pas leur reprocher, on ne peut pas traduire tous ces concepts pour un auditoire et des spectateurs qui ne connaissent pas cette culture et ces concepts. Ça ne marchera pas. Il y a plein de détails que les gens ne verront pas dans le film, ou alors ils ne comprendront pas du tout pourquoi c'est là, alors que c'est ça l'important dans le film, tu comprends? Oui, absolument. On parle de langue étrangère, mais ce sont des mondes étrangers aussi. C'est ça. Oui, exactement. Et c'est souvent une tradition, on l'a mentionné, hein, le shintoïsme, si on regarde essentiellement pour l'écriture, on parle de documents qui ont été écrits aux alentours du 7e, 8e siècle, donc on a quand même 12, 13 siècles de culture écrite, sans compter la tradition orale qui s'est transmise avant et qui, bien sûr, s'est colorée avec les siècles. Donc, on a toute une coloration, mais qui dépend, cette coloration est ajoutée par le tissu culturel du pays que l'on n'a pas, nous, une nuance, donc, qui nous échappe. Ah ben, complètement, c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut, quand on décide de regarder un film japonais ou chinois ou autre, il faut d'emblée s'ouvrir l'esprit. C'est-à-dire qu'il faut être accueillant. Ouais, absolument. Si on s'attend à voir un film qui est construit sur le mode hollywoodien, c'est raté d'avance, parce que c'est pas le même concept. Oui, absolument. Et c'est peut-être pourquoi des gens vont se lasser du fameux fantôme de la jeune femme, les cheveux en broussailles et habillée de sa robe blanche, alors que ça... Mais je comprends que les gens ici s'en lassent, parce qu'ici, on veut toujours, dès qu'il y a des remakes, série 1, 2, 3, 4, on trouve que c'est déplacé. Mais non, si l'histoire est comme ça, elle se raconte comme ça. Ouais. C'est une autre population. Ouais. Mais tellement riche à connaître et à apprendre, par exemple. Ouais. D'ailleurs, j'invite encore une fois les gens à visiter le site de Geneviève Dupont, artiste peintre, qui est à Compagne et qui fait des œuvres remarquables. Et en particulier, bon, elle touche différents thèmes, mais le thème des fantômes asiatiques qui s'inscrit dans notre discussion de ce soir est tout à fait remarquable. On va voir d'ailleurs... C'est le thème actuel. Hein. Elle ne fait plus que ça maintenant. Parce que dans les œuvres qu'on retrouve sur le site, il y a notamment cette jeune femme avec les cheveux en broussailles. Il y a également les fantômes que l'on joue à la cachette avec. Oui, les fantômes qu'on fait par Internet. Et le fantôme de la femme araignée qu'on retrouve également parmi ces œuvres. Il y en a beaucoup. Il y a Kasane, il y a toutes sortes de monde. Et on a aussi des fantômes de samouraïs qui sont évoqués à travers ces tableaux. Écoute, Régis, ce fut passionnant, cette discussion, et c'est vrai que c'est un monde tout à fait différent de notre monde occidental, mais on voit que la culture quand même des fantômes, des revenants, c'est quand même omniprésent et c'est international. On retrouve ce culte du revenant, du fantôme, partout à travers le monde, quelle que soit l'origine ethnique. Oui, c'est universel aussi bien dans la géographie que dans le temps même. Parce que toutes les cultures qui se sont succédées ont eu ce genre de questionnement. Oui, à la fois sur la survie des âmes passées et aussi le culte des ancêtres. Donc les fantômes, c'est omniprésent. Tout à fait, oui. Encore une fois, Régis Sollery, merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce soir pour cette discussion sur les fantômes asiatiques. Merci de votre invitation et peut-être à une prochaine. Oui, absolument. Bonne soirée. Entendu, bonsoir. Au revoir. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. Eh bien, mon cher Christian, le shintoïsme, ça a l'air extrêmement complexe. Ben, écoute, moi, je me rappelle quand j'étais au Japon, on faisait un tournage. En fait, l'équipe de tournage était là pour faire un reportage. Je les accompagnais. Et évidemment, j'étais lâché un peu dans la ville de Tokyo comme ça. Puis bon, j'ai essayé de me familiariser. Et il y avait on parle beaucoup en anglais au Japon. Hein? Ils sont quand même très proches de la culture occidentale et particulièrement de la culture américaine. J'ai vu des Elvis japonais. J'ai vu des Elvis Pong. Donc, on retrouve à peu près tous les éléments propres un peu... je dirais aux parodies, là, tu sais, le type avec son costume d'Elvis qui chante... avec un accent très fort. Un accent très fort japonais qui ne comprend pas du tout les paroles, mais il y va simplement un peu à la phonétique. Hein? Bon, il va chanter. Bon, il y a toutes ces images-là également du Japon, c'est vrai, et c'est tout à fait fondé. Tokyo est une ville... On dit que Paris est la ville lumière. Pour moi, le gars qui a dit ça, il n'est pas passé par Tokyo parce que le soir, Tokyo, c'est très, très lumineux. Hein? Bon, ce sont des obsédés du néon. Là. Bon, mais
à plusieurs reprises, donc, on a abordé cette question des fantômes. Et j'avoue que j'étais un peu largué. Hein, parce que, et je pense que Régis Ollery a bien exprimé ça. Lui connaît bien cette culture-là, il s'est immergé là-dedans. Mais moi qui étais de passage, j'essayais d'avaler en fait tous ces éléments de culture-là. Et ça m'échappait. Il y a des nuances que je comprenais pas qui devenaient pour eux des éléments qui étaient simples à comprendre. Mais oui, ça c'est comme ça, puis voilà. Mais moi, je regardais ça de mon œil d'occidental et je voyais pas cette nuance-là que eux voyaient. Et c'est un tout autre monde. Et ce qui me frappait, et je l'ai mentionné, c'est cette cohabitation qu'il y a entre les fantômes et des créatures tout à fait fantastiques. Je me rappelle, il y avait un truc qui me faisait bien rire parce qu'ils ont une espèce de divinité, il faudrait regarder sur le web, le nom m'échappe, ce sont des noms japonais. C'est une divinité, ça ressemble à un petit ourson, mais qui a une très grosse paire de testicules. Des testicules géants. Même à des moments donnés, lorsqu'il saute d'arbre en arbre, ce petit ourson avec des testicules géants, il va utiliser son scrotum comme un parachute Ce serait un tanuki. Un tanuki, c'est ça, le tanuki. Je pense que je vais effacer mon historique. Petit ourson testicule shintoïste. Donc, et il va utiliser son scrotum comme parachute pour ralentir sa chute d'un arbre à l'autre. C'est une idée. Pourquoi pas, hein? Et ces créatures, donc, ils ont celui-là faisait sourire, mais c'est de voir que toutes ces créatures cohabitent dans le même monde que les fantômes. Tout ça ne fait que un, alors qu'ici, en Occident, on est très, très cloisonné. On a les créatures fantastiques, les cryptozoologues vont s'intéresser à ça, d'autres vont s'intéresser aux fantômes, mais il n'y a pas forcément un lien ou un coulage entre les deux, alors que dans la culture japonaise, on retrouve ça de manière spontanée, tout le monde, en fait, du surnaturel au Japon, ils cohabitent ensemble. Et c'est ça qu'on a une difficulté ici en Occident, parce qu'ici, tout est très compartimenté. Les gens qui s'intéressent, par exemple, aux phénomènes de perception extrasensorielle, c'est une chose. Les fantômes, c'est une chose. La cryptozoologie, c'est autre chose. La communication avec les défunts, le spiritisme, c'est autre chose. Alors que dans cette culture-là du shintoïsme, tout ça fait partie d'une même culture. Et même cet élément-là, quand on parle de shintoïsme, le vocabulaire manque parce que, moi j'ai tendance à dire, quand j'en parle, je dis, c'est une religion, mais ce n'est pas une religion, mais ce n'est pas non plus seulement une philosophie, c'est à mi-chemin entre la religion et la philosophie. Tu sais, par exemple, je parlais à un moment donné avec un Japonais, il me dit lui se dit athée. Je dis, OK, c'est athée. Mais il m'avoue qu'il va au temple 2-3 fois par année, notamment durant la période des morts. Ils ont tous des autels qu'on va dresser devant des temples. Et là, il me dit qu'il va au temple 2-3 fois par année. Là, je lui dis, mais c'est quand même curieux. Tu te dis athée et tu vas au temple. Mais pour lui, il n'y a pas de contradiction. Tu comprends? Oui, non, mais on est japonais ou on n'est pas japonais. Si tu es japonais, tu vas au temple. C'est pas une question que tu es croyant ou non. C'est comme un élément, ça va de soi. Alors qu'ici, on a un peu de difficulté à comprendre ces valeurs-là ou ces notions-là parce qu'elles sont, encore une fois, très cloisonnées, ce qu'on ne retrouve pas dans le shintoïsme. Et le shintoïsme, si on dit à un Japonais que le shintoïsme est une religion, bien sûr que non. Hein. C'est un mouvement philosophique. La religion au Japon, c'est le bouddhisme. Le bouddhisme où on va retrouver fortement le culte des ancêtres. Donc, on fait référence, bien sûr, aux défunts, mais qui n'est pas forcément la même vision que va donner le shintoïsme du culte des morts. C'est très complexe, mais en même temps, c'est un univers qui est très, très riche. Et je voulais en parler ce soir parce que ça nous montre, il faut à un moment donné sortir de la petite boîte dans laquelle on se trouve. Hein. Souvent, moi, je parle avec des gens des phénomènes paranormaux. J'ai eu la chance, puis je le reconnais, c'est une chance inouïe, de faire des reportages télé, et ces reportages télé m'ont amené aux 4 coins du monde. J'aurais pas pu m'offrir ces voyages-là si j'avais dû les payer de ma propre poche, tu comprends? Donc, c'est une chance inouïe pour la télévision. On m'a envoyé comme ça à des reportages un peu partout dans le monde et j'en ai tiré des enseignements culturels tout à fait extraordinaires. Et ce que l'on voit ailleurs, c'est souvent très différent de ce que l'on a ici.
Et je pense que c'est important de s'ouvrir sur les autres cultures, de voir ce qui se passe. Par exemple, dans les pays de l'islam, l'univers des djinns, c'est les esprits. Là aussi, on a des bons djinns et des mauvais djinns. Le bon djinn, le Dick Hyper, Des fois, j'hésite à faire ce genre de joke-là pour pas te couper. Mais non, on comprend. Donc. Mais dans cette culture-là, par exemple, les djinns, c'est un univers tout à fait extraordinaire. Ces divinités ou ces démons qu'on va retrouver dans l'islam, qui sont quand même très éloignés de la vision que l'on a, nous, des démons. Et de quelle façon, bien sûr, on va les combattre. Ici, on va les combattre avec des exorcistes. Là-bas, on va faire venir des imams pour combattre ces démons. Mais la vision dans la culture, elle est quand même très différente de celle que l'on a. Et c'est vrai également avec les pays asiatiques. Dans les pays asiatiques, ce qui m'a frappé, je l'avoue, ce qui m'a frappé, c'est l'omniprésence de ces divinités, de ces dieux, de ces fantômes dans la culture. Et on en parle ouvertement, comme si ça faisait partie du quotidien. C'est-à-dire qu'ici, si quelqu'un aborde une conversation en parlant des fantômes, rapidement, il va être l'objet de jugement, de colibet. Tu crois à ça, les fantômes? Il y a comme une espèce de jugement social, le fait qu'on croit ou non à ces éléments-là, que l'on croit à tort ou à raison. C'est pas là le débat, mais alors qu'au Japon, spontanément, les gens parlent de ça et ça fait partie de la culture. C'est très, très différent de ce que l'on a ici. Peut-être ici, l'aspect scientifique a pris une telle ampleur sur ces cultures dites du paranormal qu'on a un peu éclipsé le fait que les êtres humains ont besoin de se rattacher à des éléments culturels, des éléments sociologiques, des éléments qui donnent un peu l'espoir, parce que souvent, la croyance en la vie après la mort, il y a comme des éléments d'espoir là-dedans. Et on valorise tellement la science, et c'est bien de le valoriser dans la culture. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que quelque part, il y a des gens qui vivent de ces expériences-là et ces expériences-là amènent tout un contexte culturel. Il faut respecter ce contexte culturel. Et au Japon, il est très, très fort, ce contexte-là. Christian, tu es de passage à Québec pour aujourd'hui et demain. Tu vas être au Salon du jeu et du jouet. Oui. Et puis demain soir, tu es en conférence, christianpage.ca. Tu seras à l'Université Laval? Oui, la théorie du complot, Reload 2. Il sera question d'Adolf Hitler, JFK, la mère de tous les complots, l'assassinat de JFK, les chemtrails et bien sûr l'homme sur la Lune. Oui, puis j'ai réfléchi à ça tout à l'heure quand tu m'en parlais, puis je me suis dit, quand est-ce que moi j'ai été en contact avec les théories du complot? Puis je me souviens, c'est quand je suis arrivé au secondaire, on me parlait du fameux drapeau qui flottait au vent sur la Lune, puis on était tous au courant à ce moment-là qu'il n'y avait pas d'air. Donc un drapeau ne pouvait pas flotter. J'imagine que tu vas avoir l'explication demain soir. Bien sûr, j'ai cette explication. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Bye bye.